Bonjour, bonsoir, tout dépendra de laquelle vous regardez cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier bilan de l'année 2024, le bilan du mois de décembre. Ce sera peut-être également le dernier bilan avec des avis livresques sous ce format parce que voilà, pour 2025 je réfléchis à quelque chose d'un peu plus, peut-être d'avoir des avis un peu plus réguliers sous forme d'update, voilà, toutes les 2 semaines ou autre selon mon rythme de lecture. Parce que c'est vrai que des vidéos à chaque fois très longues, c'est pas fou. Pareil, quand je présente, comme là aujourd'hui, je vais présenter pas mal de suites de séries, ça peut être un peu vite redondant ou pas intéressant. Donc peut-être voir pour proposer des objets de lecture plus globaux, peut-être, c'est ça le mot, je ne sais pas. Mais des choses plus visées, plus construites, plus ciblées. Donc ce mois-ci, j'ai lu, comme vous l'avez vu dans le titre, 24 livres. Vraiment, c'était pas un calendrier de l'avant, hein, vraiment ça s'est fait au feeling. Parce que voilà, il faut savoir que du coup, spoiler, parce que la semaine prochaine sortira le bilan de l'année 2021 par rapport à mes objectifs, les statistiques de mes lectures, etc. Comment je lis dans l'année. Il faut savoir que du coup, je termine 2024 avec 0 livre dans ma palle. Donc dans ce bilan, il va y avoir des livres qui étaient les derniers de ma palle et des livres que j'ai rachetés en cours de route, voilà, parce que je pouvais pas. En fait, si je m'arrêtais à la fin de ma palle, j'avais fini mi-décembre et j'avais envie de lire d'autres choses. Donc voilà, sachant que je me suis arrêtée en plus de lire vraiment au dernier livre que j'avais acheté parce que après. Je voulais avoir un nombre de lectures total de l'année, un chiffre pair, voilà, tout simplement. Et parce que je voulais pouvoir préparer toutes mes vidéos à l'avance pour préparer mes stats, pour préparer les tops et flops, donc notamment cette vidéo pour qu'elle sorte dans les temps, afin que après ça déborde pas sur le mois de février, les vidéos, le bilan et tout, donc bref. Un micmac, comme d'habitude ici, mais écoutez, ma foi, ça devrait être assez rapide parce que comme je vous l'ai dit, y a les livres de Noël dont je vais parler en premier où il y a une vidéo dédiée. Il y a également énormément de suites de séries parce que du coup quand j'ai plus de palle, j'ai été en librairie et par rapport à mon Excel, mon tableau de suivi de lecture des sagas littéraires, il y a pas mal de cases à jour qui pouvaient être cochées si je lisais les tomes 2 qui étaient sortis. Donc je me suis un peu penchée là-dessus. Et on a quelques one-shots, mais c'est minime. Voilà, par rapport au reste que je vais vous présenter, c'est minime. Si vous l'avez suivi, sinon ce sera dans la description et dans le petit comme toujours. J'ai en début de mois lu des romances de Noël pour vous sortir une vidéo début décembre afin que vous puissiez également trouver peut-être votre compte et en lire certaines en cette période. Et donc mes avis détaillés, là je vais les faire rapidement, comme ça l'autre vidéo saura vous contenter, vous sustenter, je ne sais pas, pour un peu plus de détails sur ce que j'en ai pensé. Donc j'ai tout d'abord lu un Highlander sous le savon de Anna Scott, donc c'est chez J'ai lu. J'espérais un coup de cœur parce que voilà, ça réunissait beaucoup d'éléments que j'aime bien, notamment le décor parce que l'action prend place en Écosse. Donc je me suis dit, ça se trouve, la nana qui vient de se faire larguer, qui est envoyée là-bas par sa mère et sa sœur pour un peu repartir de zéro, se dépayser. Elle va tomber sous le charme des Écossais et du kilt et tout. Elle va faire visite et au détour d'une visite, paf, coup de foudre. Il s'avère que non, le coup de foudre arrive dès les premières pages. Vraiment, c'est un peu ce qui m'a freiné, hein. J'ai trouvé que la romance était très rapide. Alors après, si on le lit comme si c'était un coup de foudre, ok. Si après, moi, je m'attendais à un petit slow burn, un truc un petit peu plus dosé entre notre nana qui se reconstruit, qui visite, qui se ressent sur elle-même et qui, après, en bonus à la romance, c'était top. Mais malheureusement, voilà, j'ai trouvé ça un peu rapide. Un peu, le mec est très vite porté sur la chose, hein, le mot en S. Voilà, donc il a le piment on fire. Alors qu'il ne lui a pas adressé un mot à notre protagoniste féminine. Donc bon, voilà, un peu survolé. Donc voilà, j'aurais peut-être aimé un petit peu plus d'Écosse et un petit peu moins de pensée coquine. Mais écoutez, ma foi, ce qu'il y en avait de l'Écosse m'a convaincu, c'était fidèle à ce que j'en connais. Donc voilà, ça casse pas trop pas d'un canard, mais c'était sympa. Ensuite, j'ai lu la suite spin-off l'année dernière. Également, je vous mettrai dans le petit mes avis de l'année dernière en romance de Noël parce que voilà, si jamais vous en voulez d'autres. J'avais lu Noël à Silver Peaks où on avait rencontré une jeune femme qui se retrouvait à Silver Peaks et la fin laissait présager une suite ou un spin-off ou quoi. Et dans Miracle à Silver Peaks, on suit une toute autre personnage, pareil, une jeune femme qui
travaille avec sa mère, mais sa mère est une tyranne et elle décide que comme sa fille ne fait rien de sa vie, elle va la marier à un mec qui a un nom, qui a une fortune, comme ça redore un peu le blason familial et tout, nickel. Sauf que notre chère protagoniste qui s'appelle Maisie n'est pas du tout d'accord, donc grâce à sa meilleure amie, elle va réussir à fuir ce plan foireux et se retrouver à Silver Peaks. Malheureusement, elle n'aime pas Noël, donc je vous laisse imaginer ce qui va se passer, sachant qu'elle va retrouver sur place un homme, un garçon, un jeune homme avec qui elle avait brièvement fricoté visiblement de ce qu'on en comprend au début. Et puis on retrouve également tous nos personnages qu'on avait dans Noël à Silver Peaks. Donc j'ai adoré vraiment l'ambiance, toujours un plaisir de la plume de l'auteur. Donc top. Et si par hasard l'auteur décide de faire un spin-off romance cowboy western avec l'un des personnages qui est là-dedans, moi je dis oui à 200%. Voilà. J'avais ensuite lu Un crush, des dramas et un bal pour Noël chez Screenéo, donc de Lee Steven. Là on était sur une romance de Noël mais avec le drama teenage qu'on adore, où on représente une jeune fille qui est en première et il y a un voyage d'organiser en Cornouailles en début d'année prochaine, sauf que on se rend compte que les fonds récoltés ne vont pas être suffisants et donc pour en récolter davantage ils vont organiser un bal de Noël au lycée. Et la péripétie c'est que dans le comité d'organisation il y a notre protagoniste féminine, sa meilleure amie, mais aussi une nana avec qui elle s'entend pas trop, son ex et puis un mec sur qui elle pourrait être en crush un peu. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment très sympa, c'était hyper positif, pas nunuche, les personnages sont des lycéens mais ils sont assez réfléchis, ils sont pas gênants, c'est pas cringe, la romance est plutôt mignonne, elle prend pas du tout le pas sur l'intrigue de Noël. Donc non, c'était une très bonne histoire et puis également représentation LGBTQIA+, donc si c'est votre truc, je pense que ça pourrait vous convenir. Et la dernière romance de Noël que j'ai lue, c'est Noël est une arnaque de Tamara Baliana chez Hugo. Romance de Noël, mais pas que, parce que le genre vient ici s'allier à l'un de mes autres genres de prédilection. Je parle bien sûr du cozy mystery, ce genre un peu policier, humour, où ce ne sont pas les forces de l'ordre qui mènent l'enquête, mais un peu les gens lambda qui veulent se mêler de tout. Donc ici on rencontre Clémentine qui s'est installée dans un petit village de Noël. Typique, voilà, où elle ouvre un salon de thé, sauf que quelques semaines à peine après son ouverture, elle arrive au boulot et sur sa façade il y a un tag Noël est une arnaque. Et donc là elle se dit attends, je suis dans le village de Noël, je viens de m'installer et les gens vont penser que je suis anti-Noël alors que pas du tout. Donc voilà, on va un peu se mettre les suspicions sur elle. Et en parallèle de ça, à un moment elle s'embrouille avec un personnage qui est retrouvé mort le lendemain. Donc vraiment tout est contre elle et notre jeune beau gosse policier va malheureusement devoir la suspecter de manière logique et donc voir un peu ce qu'il en est, est-ce que ça va les rapprocher ou quoi, sachant que notre chère Clémentine avec une amie à elle qu'elle s'est faite dans le village va un peu mener son enquête. J'ai adoré, comme Miracle à Silver Peaks, contrairement à Noël à Silver Peaks où on avait un peu de smut, là dans Miracle à Silver Peaks et dans celui-là il n'y a pas de smut, ou alors c'est suggéré mais il n'y a pas de détails de où sont les doigts et la langue de machin, donc j'ai vraiment apprécié, sachant que pourtant c'est du Hugo Poche, donc Hugo généralement voilà, qui a une petite dame de colorier et l'année dernière j'ai eu des petites dames de colorier et il y avait beaucoup plus que ça, donc vraiment cette année si vous voulez pas trop de smut, ces deux là elles sont top. Et on est sur un slow burn qui est vraiment très bien réussi. Moi j'ai adoré les personnages. D'après ce que j'en ai lu à la fin, le petit village est déjà le lieu de déroulement d'un précédent livre de l'auteur qui s'appelle N'oublie pas les chocolats, où ça met en scène l'amie de Clémentine, celle avec qui elle mène l'enquête. Donc évidemment, de toute façon il n'y a pas besoin de sortir Saint-Cyr pour savoir que doit en découler la romance qu'on a ici. Donc voilà, je lirai peut-être l'autre l'année prochaine, on verra. Je commence déjà ma petite liste de Noël pour 2025. Mais très sympa. Et dernier livre thématique Noël que j'ai lu, qui n'était pas une romance, même si c'était rangé à la librairie dans le rayon romance de Noël. Je pense que ça a apporté la confusion et que les libraires ne sont pas trop penchés dessus. Mais ce n'est pas grave parce que c'était une très bonne lecture. J'ai lu Étrange Noël à Marcilly de Caroline Costa chez J'ai lu. Encore Cozy Mystery parce qu'on suit une jeune femme qui vient c'est son village natal, où elle avait refait de la déco d'intérieur d'un château pour voilà, le préserver, etc. Et là elle est reconvoquée et lors d'un dîner il y a plein de personnages un peu de tout horizon, notamment un auteur de polar à succès. Et au début je me suis dit ah bah ça se trouve c'est ça la romance, en fait ça va être elle avec l'auteur parce qu'il va y avoir une disparition, un meurtre ou quoi, et du coup ils vont un peu s'allier tous les deux pour trouver des fins mots de l'histoire. Pas du tout, vraiment il n'y a pas du tout de romance,
faut pas commencer le lire en pensant à ça. C'est vraiment un petit cosy mystery très sympa, que j'ai trouvé assez drôle, assez bien ficelé, donc ça a fait le taf. Ensuite, j'ai lu le nouveau Matthew McDowell, Lune froide sur Babylone, où là, on est en Floride dans les années 1980. On va y rencontrer une famille. On apprend dès le premier chapitre ou le prologue, je sais plus, que un couple s'est noyé dans la rivière et voilà, décédé, hein, logique, la déduction est forte. Et donc les deux enfants de ce couple vivent avec leur grand-mère et on retrouve après, suite à une ellipse, dans le présent, cette famille recomposée. Sauf qu'un soir de tempête, Margaret, la jeune fille, ne va pas rentrer. Donc là, la grand-mère va être un peu dans tous ses états. Les forces de l'ordre vont pas forcément la prendre au sérieux tout de suite. Elle va accuser quelqu'un qui est un gros bonnet de l'industrie de Babylone. Donc on va être un peu réticent à suivre ses soupçons. Donc écoutez, je dois dire, voilà, j'ai pas fini Blackwater, donc il reste une petite chance, mais à mon sens pour l'instant c'est le McDowell que j'ai préféré. Donc je les ai tous lus, j'ai lu Les Aiguilles d'Or, j'ai lu Cathy, j'ai lu de Blackwater, mais pour l'instant Lune froide sur Babylone c'est mon préféré. J'ai vraiment eu ce côté thriller horrifique, vraiment l'horreur, le glauque, le poisseux, le dégoûtant. Vraiment il y a des moments où j'étais très gênée de ce que je disais, j'étais très mal à l'aise. J'ai eu des sentiments que j'aurais aimé avoir pour certains Chatham au moment de l'Elysée. Et là vraiment ça c'est encore un McDowell. Je sais pas ce qu'il met dans son encre, dans ses mots, mais ça se lit tout seul. Une fois qu'on est dedans, on peut pas le lâcher. C'est dingue. Alors que pourtant vous voyez c'est quand même pas du... Enfin c'est... Il y a quand même 400 pages quoi, donc il faut se l'enquiller. Mais alors moi j'ai trouvé ça génial. Vraiment, j'ai trouvé que c'était super bien ficelé. Le côté un petit peu paranormal, un petit peu... on sait pas trop ce qu'il en est, est-ce que les gens sont sains d'esprit ou pas. Non, moi j'ai adoré, vraiment je vous le recommande. Mais par contre, ouais, attention, trigger warning, parce que dans le gore un peu, l'horreur, c'est assez sanglant, assez poisseux. Donc il faut quand même faire attention. Voilà, mais c'était vraiment très bien. Ensuite, là, je vais vous parler de deux petites lectures un petit peu plus légères. J'ai lu Le Restaurant des Recettes Oubliées, deuxième service. Donc, je vous avais présenté au cours de l'année Le Restaurant des Recettes Oubliées, donc c'était le premier service. Ici, donc, c'est une suite, entre guillemets. Voilà, toujours le même principe. On retrouve Nagare et sa fille Koichi qui sont dans le restaurant et les clients viennent avec une recette en tête qu'ils vont essayer de raviver, de reformuler, de reconstruire pour retrouver le plat oublié de la personne en question. Je pense que j'ai peut-être préféré ce tome parce que j'ai trouvé que les clients de celui-ci étaient un peu plus approfondis, que leurs histoires étaient parfois un peu plus... Alors il y en a une qui m'a agacée, mais leurs histoires des fois étaient un petit peu plus profondes, un petit peu plus touchantes. Donc voilà, franchement c'est de la littérature asiatique qui est très légère, très sympa. Donc voilà, je crois qu'il va y en avoir un troisième qui sort en janvier, donc j'attendrai sa sortie poche, donc peut-être à la fin de l'année, je ne sais pas. Mais pour moi, ça me convient. Dans le style tout mignon, tout rapide à lire, j'ai lu Journal d'un marque-page que je n'avais pas forcément repéré, que j'ai vu sur les étals de la librairie. Et qui m'a tout de suite attirée, donc c'est de Thierry Frenz, j'ai lu également, vraiment j'ai lu, on pourrait être sponsor dans la vidéo mais pas du tout. Et en fait là, on suit les tribulations d'un marque-page, vraiment tout est dans le titre. Vous avez un marque-page lambda, c'est une jeune femme qui va l'acheter lors d'une visite au musée. À la fin, elle achète un bouquin et un marque-page en souvenir, et du coup on va suivre ce marque-page, ce qu'il pense quand il est dans un livre, comment il suit les histoires, est-ce qu'il se sent abandonné quand on ne l'utilise pas, est-ce que des fois il se retrouve prêté malencontreusement et des fois oublié. Enfin c'était vraiment très léger, c'était chouette et on a pas mal de références à la littérature, donc très sympa, et la fin très touchante. Donc non, ça c'était léger si vous voulez faire un petit cadeau à quelqu'un, voilà, pour les fêtes, pour Nouvel An, pour un anniversaire qui est pas gros lecteur mais qui aime la littérature, ça fait carrément l'affaire. Ensuite, vous ne l'avez pas loupé sans doute si vous êtes assidu. J'ai lu le dernier Marc Lévy, donc la librairie des livres interdits, publié chez Robert Laffont, où on rencontre Mitch qui est libraire passionné mais qui un beau jour se fait arrêter pour avoir vendu des livres interdits, parce que dans la conjoncture politique dans laquelle il évolue et il vit, il y a certains livres qui sont censurés et interdits à la vente parce que jugés pas corrects selon les tête d'État, et on le suit ensuite parce qu'il prend 5 ans de prison pour ce crime.
Et on le retrouve 5 ans plus tard quand il doit se réacclimater à la vie réelle. Et un matin, il va également croiser le procureur qui lui avait enfoncé la tête pendant son procès. Et du coup, à partir de là, va se confronter pour Mitch son désir de reprendre sa vie normale, de construire une relation, de retrouver les personnes de l'époque, et son désir de vengeance à l'égard de ce procureur, de vouloir comprendre pourquoi il a été victime de ce qu'il juge une injustice. Donc c'était très chouette. En plus ça s'appuie sur une loi de censure qui existe réellement. Je vous mets dans le petit la vidéo où je parle plus en détail de ce livre et notamment de la censure littéraire en 2024 qui est un problème d'actualité malheureusement, notamment aux États-Unis. Donc voilà, je vous invite à aller voir cette vidéo si vous voulez davantage d'informations sur tout ça. Ensuite, je vous présente un livre en exclusivité parce qu'il sort le 2 ou 3 janvier en librairie. J'ai lu le premier tome de Snow Globe de So Young Park. Donc c'est une dystopie coréenne où ici on va rencontrer, comment elle s'appelle, Shobam. Parce que je sais jamais s'il les appelle par leur nom ou leur prénom. Enfin bref, ici c'est Shobam, elle a 16 ans et elle vit avec sa mère, sa grand-mère et son frère dans un monde où voilà, la glace a tout recouvert, enfin catastrophe climatique et tout, fin du monde un peu entre guillemets. Et eux ils vivent dans une espèce de petite colonie et ils vont travailler dans une centrale électrique nucléaire pour créer l'électricité pour pouvoir vivre et voilà, avoir tout ce qu'il faut. Et en parallèle de ça, à la télé, ils ont en continu les séries réalités, les téléréalités de Snow Globe. Snow Globe qui est un globe où à l'intérieur évoluent les gens les plus prisés, les gens qui hiérarchiquement et socialement ont le droit d'être là-bas, voilà, donc ils sont acteurs de leur propre vie. Également, il y a une école de cinéma pour ceux qui, hors de Snow Globe, veulent devenir réalisateurs, etc. Donc il y a des candidatures à des moments de l'année, enfin bref. Et Shobam, elle rêve d'être réalisatrice, elle a une idée de série en tête depuis un moment, donc chaque année elle postule et tout, mais malheureusement cette année-là encore elle se fait recaler, et une des grandes réalisatrices de Snow Globe vient toquer à sa porte et lui explique que voilà, il y a une actrice qui comme par hasard lui ressemble comme deux gouttes d'eau, qui s'est suicidée, et que elle lui propose donc de venir la remplacer, parce que c'est une actrice phare. On peut pas se permettre d'arrêter sa série en cours. En plus, elle venait d'avoir une promotion et tout. Et ensuite, ce serait très mal vu, etc. Donc, Shobam tombe un peu dénue, mais avec ce qu'on lui propose, elle voit pas comment on pourrait dire non, parce que ça lui fait quand même mettre un pied dans Snow Globe, donc l'école et machin, et ci et ça. Donc, on va la suivre dans cette péripétie et tout ce qui convient une bonne dystopie, des complots, des secrets macabres, des choses qu'on n'avait pas vu venir. Alors, on les avait pas venir, Gilou les avait un petit peu vu venir, vraiment, à la page 140, j'ai dit à mon mec, je pense que c'est telle chose. Et c'est avéré qu'à la page 300, c'était ça. Mais bon, c'est pas grave, ça n'en a pas moins retiré à mon intérêt au livre, parce que j'ai trouvé ça vraiment très dynamique. C'est, en fait, dans les dystopies, je suis très tatillon parce que j'en ai lu tellement que les codes, on les connaît, les retournements de situation, on les voit venir. Mais j'ai aimé parce que j'ai été très prise dedans, je l'ai lu très très vite, vraiment en une journée il était bouclé, ça se lit tout seul. J'ai eu un peu de mal parfois avec les noms coréens parce que c'est vrai qu'il y a toujours des sonorités, etc. ou peut-être que je me les prononçais mal en lisant, je ne sais pas. Mais non, c'était vraiment très chouette. C'est pas précisé là que c'est un tome 1, mais à la fin il y a marqué à suivre. Donc j'attends de voir parce que je souhaite voir comment ça évolue. Attention quand même parce qu'il y a un petit côté un peu glauque, genre un peu noblesse oblige. Voilà, si je devais le mettre à côté d'un autre bouquin un peu dans la même veine, je dirais que noblesse oblige de chez Slalom, un peu ce même côté, un petit peu... on pense que ça va être sympa et tout, et en fait on est vite un peu dérangé, un peu malaisé. Voilà. Bon, vous allez peut-être le sentir à ma voix, je suis un petit peu tendue parce que je viens du coup de vous dire à la prochaine, au revoir. Et j'ai voulu aller couper la vidéo et j'ai remarqué quoi? Que ça n'avait pas tourné. Ça n'a pas enregistré. Vraiment, je viens de parler de 17 livres et ça n'a pas enregistré. Vraiment, ça n'a pas enregistré. Clown sur 10, là vraiment, donc écoutez, je vais refaire, hein, parce que voilà. En plus, mon copain a été très sympa, il a été courir pour me laisser le temps de tourner ma vidéo. Je me suis dit ça va aller vite, nickel. Et là, je me frange pour rien. Un peu nervax au max. C'est pas grave, on va refaire, c'est pas grave, on va refaire tranquille.
je serais peut-être beaucoup plus succincte, très rapide par rapport à ce que j'ai fait avant, mais de toute façon vous le saurez pas parce que ça n'a pas tourné, ça n'a pas enregistré, c'est pas grave. Bref, il me reste du coup toutes mes suites de séries à vous représenter. Donc voilà, je vais pas m'étaler, hein, on va aller rapido presto. Au moins ça me forcera à être très concise et très rapide. Ma dernière lecture de novembre c'était La Cité de larmes de Kate Moss, la suite de La Cité de Feu. Et j'avais direct enchaîné, il me semble que je vous l'avais dit, avec le troisième tome, donc La Cité des Mers, pour voilà, ne pas perdre le rythme. J'avais eu un coup de cœur pour le premier. J'avais eu un coup de cœur pour le deuxième grâce à sa fin qui était waouh et où je m'étais dit attends le 3 si ça concerne 7 pans d'histoire ça va être trop bien. Malheureusement un peu mitigé parce que La Cité des Mers je m'attendais à un peu de piraterie et tout. En lisant le résumé je me dis ah tiens ça se sent sur tel personnage donc ça peut coller avec mes espoirs par rapport à la fin du tome 2. Il s'avère que malheureusement non, pas du tout. On a même quelques questions qui restent en suspens et j'ai pas les réponses et ça me frustre un peu parce que ça aurait pu concerner des personnages que j'ai adorés et j'aurais adoré voir leur évolution ensemble, etc. Donc très frustrée. Et en plus celui-là était un peu plus plat, un peu plus calme, alors que La Cité des Mers c'était sur la piraterie et j'ai pas été un peu... C'était sympa mais je m'attendais à beaucoup plus. Et les personnages qu'on suit dans celui-ci sont moins intéressants. Donc voilà, j'étais un peu mitigée. Après Kate Moss, sa trilogie là ça reste une très très bonne trilogie de romans historiques. Je lirai ce qu'elle fait ensuite avec plaisir parce que je suis sûre de trouver mon compte sur le côté romanesque et les informations historiques qui sont données. Donc je vous recommande vivement cette trilogie. Ensuite, j'ai lu le troisième tome de Addie Morton, Reine du Mystère. Donc vous n'êtes pas sans savoir que j'ai lu le premier et le deuxième que j'ai adoré. Celui-ci ne déroge pas à la règle, il était très bien. Je l'ai peut-être... Je sais pas, peut-être que je l'ai un petit peu moins aimé dans le sens où je l'ai trouvé peut-être un petit peu trop sérieux pour le public visé. Dans les deux premiers, on avait vachement plus d'humour. Voilà, ici l'enquête, elle a quand même une dimension un petit peu plus sérieuse, pas sombre, parce que voilà, mais un petit peu plus technique, qui m'a un peu, qui m'a un peu laissé de marre. Ce que j'espère par contre, c'est que encore une fois, dans celui-là, on rencontre des personnages hyper drôles, vraiment trop sympas. Donc j'espère qu'on les reverra à l'avenir dans le tome suivant, parce que je pense pas que ce soit le dernier, il n'y a rien qui le précise. Mais voilà, c'est Addie Morton, c'est vraiment du Agatha Christie pour un jeune public à partir de 9 ans. Donc voilà, si votre enfant a envie de lire du policier mais que vous savez pas quoi lui mettre entre les mains, je vous recommande ça parce que ce soit le tome 1, 2 ou même celui-là, jusqu'à la fin c'est très bien ficelé. Moi j'ai été prise dans le truc, les révélations finales m'ont surprise. J'ai adoré ce petit côté fouine de Addie, voilà, qui est une gamine adorable avec son compère Hector Perrault. Donc voilà, ça je recommande vivement. Ensuite, un autre tome 2. Là, j'ai donc lu le tome 2 de Bridget Van Der Puff, donc ici le train fantôme, donc le tome 2, qui, avec la couverture, le titre et le pitch, je voyais venir une préférence pour celui-ci par rapport au tome 1, et en fait non, malheureusement. Parce que du coup dans le tome 1 on rencontrait Bridget qui était dans un orphelinat pour enfants, dirigé par une mégère qui faisait tout pour lui mettre des bâtons dans les roues parce qu'elle ne pouvait pas la chiffrer. Et un jour on vient pour l'adopter et la mégère elle dit ah non il y a personne, non il y a personne à adopter et tout. Et Bridget qui avait l'oreille qui traîne a entendu et s'est échappée pour aller voir la personne et dire mais si en fait c'est moi que vous voulez, c'est juste que la dame pas très sympa, blablabla. Et il s'avère qu'elle se retrouve dans une famille de pâtissiers, sauf que si elle est douée dans beaucoup de domaines, elle ne l'est pas en pâtisserie, donc elle a peur de pas s'intégrer correctement. Donc voilà, on suivait ses péripéties. Ici on la retrouve toujours dans sa famille, intégrée, et il prépare une espèce de veillée, une nuit des fantômes affamés, et un peu une espèce d'Halloween. Sauf que moi je m'attendais à ce que le train fantôme, la malédiction, ce soit un peu toutes les nuits et du coup qu'on ait une enquête pointilleuse au fur et à mesure. Et en fait pas du tout, outre le fait que ce soit prévisible parce que voilà c'est pour les 9 ans et plus. Mais je pensais que ça traînerait sur tout le bouquin. Et en fait pas du tout. Ça met beaucoup de temps à se mettre en place, à démarrer. Je trouvais que c'était un peu survolé, donc un peu dommage. Parce que ça avait vraiment le packaging de base avait le potentiel pour me convaincre davantage. Et voilà. En revanche, j'ai beaucoup apprécié les personnages qu'on retrouve par rapport au premier, qu'on voit évoluer. Ça, c'était assez sympa. Et Bridget est moins agaçante dans celui-ci que dans le premier. Ensuite, un autre tome 2 qui m'a malheureusement laissé mitigé alors que j'avais eu un coup de cœur pour le premier, c'est la suite de Crookhaven de Gigi Arcanjo. Donc j'ai toujours chez Pocket Jeunesse. Vraiment Pocket Jeunesse aurait pu sponsor la vidéo là parce qu'il m'en reste encore 3 après. Crookhaven, c'était du coup l'histoire de Gabriel qui était un pickpocket et qui faisait ça pour aider sa grand-mère parce qu'ils vivaient tous les deux. Et un jour il se faisait recruter par une école de voleurs. Donc c'est vraiment vibe Harry Potter mais au lieu de la magie on apprend à voler, à chaparder, à
faire des contrefaçons, à crocheter des serrures, enfin bref. Et voilà, il y avait un mystère tout autour des parents de Gabriel. Le tome 1 était vraiment génial. Celui-ci, j'ai trouvé un peu plus fouillis, un peu plus brouillon. J'étais moi-même perdue dans le labyrinthe. Vraiment, j'ai trouvé que ce truc de labyrinthe était un peu amené bizarrement, un peu maladroit. J'ai été... ça m'a laissé un peu de marbre. Alors autant toute l'intrigue autour de Gabriel, de ses parents, de sa famille, des autres personnages qui y sont mis, ça j'ai adoré, pas de soucis. La nouvelle année à l'école, la seconde année, ok super. On a un schéma qui est un peu répétitif par rapport au premier, mais après dans Harry Potter on a aussi des schémas répétitifs d'année en année. Mais le côté labyrinthe, j'avoue que en fait je pensais que c'était l'intrigue principale et en fait c'est un peu secondaire, un peu parfois mis de côté, donc je savais pas trop où donner de la tête. Mais écoutez, ma foi, la fin m'a convaincue de dire le tome 3 qui arrive mi-janvier. Donc écoutez, je ferai moins traîner le suspense que pour celui-ci. En revanche, un tome 2 que j'ai préféré au premier, c'est la suite de La Fille Renard. Donc ici, La Fille Renard et le Festin Fantastique. Donc on retrouve Felicity Fox qui est toujours dans son salon de thé ambulant avec ses amis, sa tutrice de magie. Sauf qu'il va se passer des événements qui vont faire que le salon de thé va être en danger et pour le sauver des menaces, elle va devoir prendre part au festin fantastique. Donc j'en dis pas plus parce qu'on peut très vite spoiler cette intrigue. Mais en gros, dans le premier, on rencontrait Felicity qui était une jeune fille un peu bête de foire parce que, contrairement aux autres humains, elle avait des oreilles de renard. Et voilà, elle était dans un cirque, elle était un peu exposée et un jour quelqu'un venait lui dire bah écoute, si tu t'allies à moi, je peux te faire évader et voilà. Sauf que forcément à son âge, elle se fait un peu manipuler, elle se fait avoir, elle se retrouve dans le pétrin et après elle se retrouve recueillie par les personnes du salon de thé ambulant et de là tous se goupiller. Voilà, je trouve ça très dynamique, il se passe beaucoup de choses. Il m'a un peu fait penser à Magic Charlie, donc si c'est un truc que vous avez aimé, je pense que cette série peut vous plaire. Suite de série, mais une conclusion pour le coup, parce que j'ai lu le tome 4 de Mémoire de la forêt de Michael Brano, donc la saison des adieux. J'avais bien aimé le tome 3, donc celui de l'hiver, mais il y avait des éléments qui m'avaient laissé un petit peu chafouine, qui m'avaient laissé un peu dubitative par rapport aux deux premiers pour lesquels j'avais des coups de cœur. Celui-là n'est pas un coup de cœur, parce que je m'attendais pas à ce qu'on ait une ellipse aussi longue. En 3, on suivait Archibald et Bartholomé qui partaient à la recherche des parents de Bartholomé. Ici, on retrouve du coup l'enfant de Bartholomé et la librairie qui est en péril parce que l'arbre qui l'abrite aurait une maladie. Donc voilà, on va suivre comment ils vont pouvoir la sauver, la soigner ou devoir déménager, que sais-je. Encore une fois, c'est des sujets très poignants. La plume de Michael Brano est pleine d'émotions, elle est très vivante. Ça j'ai adoré, mais voilà, c'est vrai que je m'attendais pas à avoir une ellipse d'autant de temps, donc j'étais un peu déroutée parce que du coup je m'attendais à avoir des personnages mais du coup qu'on ne voit pas ou qui sont évoqués mais sans que ce soit creusé et je reste sur ma position qu'il faut les lire dans l'ordre, voilà, et que c'est une lecture qui fera aussi bien le travail pour les jeunes que pour les adultes et que ça peut se lire à tout âge et que ça fera ressentir toutes les émotions possibles. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Royal Blood, donc Royal Scandal de Amy Carter. Je sais pas si la saga a un nom autre que ça. Donc dans le premier tome, on retrouve Evangeline qui est la fille illégitime du roi d'Angleterre qui vivait en Virginie, mais qui suite à un concours de circonstances devait partir en Angleterre vivre avec son père. Sauf qu'il fallait pas dire qui elle était, mais il fallait quand même qu'elle s'intègre. Et puis hop, elle se retrouvait accusée de meurtre. Et tout un micmac se passait, des dramas, des paparazzades. Et dans celui-ci, on est après les événements du premier. Et Evangeline voilà, a un peu réussi à s'intégrer, même s'il reste des petites discordances, dissonances. Et elle se retrouve à nouveau mêlée à encore un scandale. Donc voilà, on a un schéma pas répétitif parce que c'est pas du tout le même genre d'intrigue. Mais c'est une continuité des choses. J'ai trouvé cependant que ce tome-là était plus sombre que le premier. Voilà, on a des menaces, des tentatives d'assassinat, enfin j'ai trouvé plus sombre. Je pense quand même que j'ai préféré celui-ci au premier parce que voilà, j'ai trouvé plus construit, plus mature. Et c'est vrai que même si j'ai eu du mal à restituer un peu tout le monde au début, une fois que c'était fait, c'était relativement sympa. Il y a juste un des personnages, à un moment, encore une fois, mec, t'aurais communiqué, ça aurait été beaucoup plus simple, mais il a préféré bégayer. Donc voilà, je sais pas si c'est propre aux hommes ou aux auteurs, mais des fois il suffirait juste de faire communiquer vos personnages pour que ça se passe bien. C'est tout ce que j'ai à dire. Pareil, une suite qui m'a laissé mitigée, ou est-ce que c'est une suite, est-ce que c'en est pas une, est-ce que c'est spin-off, est-ce que c'est pas, est-ce que la vie qui était, t'es quoi, t'es quitté, ou un, on sait pas. J'ai lu The Grandest Game de Jennifer Lynn Barnes, pour moi, c'est le tome 5 d'Inheritance Games,
parce qu'il n'y a pas de 5, alors que sur les 1, 2, 3, 4, il y a écrit le chiffre. Ici, c'est pas écrit, mais pour moi, vous pouvez pas lire celui-là si vous n'avez pas lu les autres. Voilà, je comprends pas comment on peut penser qu'on peut lire celui-là, enfin pourquoi on met pas que c'est un 5, parce que pour moi, si on lit pas les 4 autres, on peut pas situer celui-là. Les personnages qui sont repris ici sont évoqués et présentés dans les précédents, donc on a besoin de comprendre d'où ils viennent et qui ils sont. Sachant qu'en plus, l'événement, donc ce fameux grand jeu, parce qu'ici, du coup, à la fin, donc dans Inheritance Games, on rencontrait Avery, qui héritait d'on ne sait où, de Tobias Hawthorne, qui était la plus grande fortune du monde, limite, et pour accéder à cette fortune, il fallait qu'elle coopère avec les 4 petits-fils qui s'étaient fait mettre de côté par le grand-père. Et à la fin, donc, on se doute de ce qui se passe, elle réussit, elle devient riche, et donc elle annonce qu'elle organisera chaque année un grand jeu où les gens ont possibilité de gagner un bout de sa fortune. Ok, donc moi, à la fin du 3, je m'attendais trop à ce que le tome 4, ce soit le grand jeu. Donc que les personnages principaux soient pas forcément au centre de l'intrigue, mais genre en fond, et qu'on ait des nouveaux personnages, et ce fameux jeu, et donc ce côté jeu d'énigmes, jeu d'enquête, jeu de pistes, etc. Pas du tout. Parce qu'il y a eu le tome 4, qui est sur l'un des frères, plus précisément, où on apprend des éléments qui sont clés pour celui-là. Donc pourquoi il n'y a pas de 5 ici? Je sais pas. Vous êtes partenaire avec PKG? Vous êtes PKG? Expliquez-moi parce que je comprends pas. Et donc qui était un peu plus lent, un peu plus sérieux, parce qu'on avait moins ce côté énigme, jeu de pizza et tout, on était plus sur la psychologie des persos. Donc ok. Et donc quand celui-là a été annoncé, je me dis ah, enfin le grand jeu. Il s'avère que c'est pas la première édition du grand jeu, c'en est une autre, donc bon, si vous voulez. Et que les personnages qui sont réunis, donc il suffit d'avoir un ticket d'or pour pouvoir participer. Et les personnages qui sont réunis ont un lien entre eux et avec le reste de la série. Donc je vois pas à quelle heure celui-là il n'a pas de 5 d'écrit. À quelle heure? J'ai bien aimé, mais parce que j'ai bien aimé parce qu'on retrouve le côté énigme, jeu de piste et tout, où quand même faut réfléchir, voilà, ça laisse, il y a quand même tout cet enjeu de course contre la montre et tout. En revanche, les personnages, alors je sais pas ce qu'elle a bu, la Jennifer là, mais ces personnages sont antipathiques au possible. Ils sont chiants, mais alors ils ont beau avoir des fois pour certains des backgrounds qui sont assez touchants, assez poignants, où on a envie d'en savoir plus et de comprendre, mais ils sont survolés. Ils sont, je sais pas si c'est fait exprès pour qu'on soit détaché d'eux, pour qu'on ne les aime pas, peut-être que c'est possible. Hein. Mais autant quand je lis un McDowell et qu'il faut pas aimer ces personnages, on a tout de suite ce feeling. Autant là, j'étais en mode mais est-ce que c'est moi ou juste ils sont détestables, vraiment. Et puis pas pour rattraper l'autre. Hein. Vraiment, le seul qui est un peu au-dessus du haut, c'est Grayson. Alors quand on a lu les 4 autres, c'est quand même ça veut dire quelque chose. Hein. Mais ouais, non, j'ai pas vu où ça voulait vraiment venir. Donc comme je vous dis, oui, il y a des infos qui pop, qui sont liées aux autres livres, mais je vois pas. Ou alors est-ce que c'est parce qu'il fallait centrer celui-là sur Grayson, mais celui-là était sur Jefferson ou Jamison ou je sais plus qui. Mais pourquoi mettre un 4 si c'est ça? Je sais pas. Voilà, pour moi c'est un 5, donc je vois pas pourquoi c'est pas écrit. Je sais pas. Pocket Jeunesse, qu'est-ce que vous faites? Ensuite, une relique, pas de ma palle parce que j'avais. Enfin, la saga était dans ma palle, mais pas ce tome-là parce que je l'ai acheté au dernier moment. Et puis il y a eu un grand délai entre ma lecture du 1 et du 2 et du 3 et du 4, parce que le 3 je l'ai lu en début d'année là. J'ai terminé Phobos de Victor Dixon, donc dystopie où voilà, on allait envoyer des jeunes dans l'espace pour faire des speed dating, pour faire des couples, pour qu'ils puissent tous ensemble coloniser, repeupler Mars de façon à ce qu'on puisse s'expatrier plus tard là-bas et rendre la planète viable. Si le 3 m'avait laissé un petit peu mitigé, parce que Léonore était insupportable, vraiment elle était pénible comme pas possible. Là j'étais un peu réconciliée parce qu'on a des vrais enjeux, on a plus les autres personnages mis en avant par rapport au reste de la série où c'était vraiment plus Léonore la star, merci. J'ai également trouvé que certains choix scénaristiques que faisait l'auteur étaient audacieux et je pense que si j'avais eu à l'époque où c'est sorti, j'aurais peut-être été plus mitigée parce que je pense que si certains ont été déçus, je comprends pourquoi. Parce que c'est vrai qu'il n'a pas fait des choix, il n'a pas choisi la facilité, il a vraiment fait des. Concernant certains personnages, certaines situations, certains actes que j'ai trouvé pertinents et que ouais, j'ai trouvé assez surprenant parce que pour la dystopie, voilà, c'était pas réglé en un claquement de doigts et basta. Donc non. Effectivement, j'avais encore un peu de mal à resituer certains trucs,
même si j'avais lu le 3 il y a pas longtemps et que j'avais lu un résumé spoilant. Mais non, je pense que j'aurais peut-être davantage apprécié si je l'avais lu à l'époque. En revanche, ces couvertures avec des vrais gens dessus et leurs vrais pieds là, ça me débecte. Voilà, ça je tenais à conclure sur ça. Ensuite, comment ne pas parler du dernier livre que j'avais dans ma palle, que je repoussais le moment parce que je ne voulais pas quitter l'univers, même s'il y a du spin-off sur d'autres personnages, c'est pas pareil. J'ai lu le tome 6 de l'anti-magicien, donc de Sébastien de Castel. Série ado de fantasy où on rencontrait Kellen qui était un ado issu d'une famille de mages, sauf que lui il a pas de pouvoir, donc quand arrivent les évaluations finales pour savoir où il va être redirigé, etc. Il est obligé de duper un peu, jouer un peu sur certains trucs pour faire croire qu'il a des pouvoirs mais en fait il en a pas, donc faut pas que ça se sache, enfin bref, un micmac. Et il se retrouve un peu à devoir fuir, donc il est fugitif et accompagné de personnages pas très fréquentables, un petit peu vulgaires, voilà, je tiens à le dire, franchement si vous voulez l'offrir, allez-y, mais sachez quand même 14 ans parce qu'il y a quand même des gros mots, voilà, mais c'est une série, je pense ma préférée dans son genre en fantasy ado parce que pour moi elle est pertinente dans le sens où on a un anti-héros, on a un héros qui est ni blanc ni noir, qui fait des bourdes à tour de bras, qui est maladroit, qui se retrouve dans des pétrins, il y va à deux pieds, vraiment jusqu'au bout du tome 6, il est dans des bourbiers pas possibles. Donc j'ai vraiment aimé qu'on ait quelqu'un comme ça, en plus un garçon, donc je trouve que ça change, qui a de l'autodérision envers lui-même, enfin j'ai trouvé ça bien. Concernant ce tome 6, j'ai trouvé plus sérieux, plus mature, on sent qu'il y a eu une évolution par rapport à toute la série. C'est un tome 6 donc forcément on arrive à la fin, il y a des résolutions de certains trucs, il y a des personnages qui reviennent, d'autres qui s'en vont, et moi j'étais là tiraillée entre toutes mes émotions et mes sentiments. Mais ça le fait parce que vraiment c'est trop bien. Et pour vous dire à quel point c'est bien, c'est que j'ai réussi à faire lire 4 tomes des 6 à mon mec qui lit pas. Donc j'ai envie de vous dire, mission accomplie, voilà. Mettez-le dans les mains que vous pouvez, attention quand même parce qu'il y a des putains, des merdes et des fils de pute. Mais à part ça, c'est très bien. Ensuite, également un livre que j'ai lu que je n'ai pas en papier parce que vraiment les nanas sur Vinted, elles pensent qu'elles vendent le Graal alors qu'elles vendent la pouille du siècle. Vous le savez si vous me suivez sur Instagram, j'avais fait déjà un coup de gueule. J'ai dû déjà faire aussi un coup de gueule en vidéo quelque part. Mais j'ai lu El Famoso, tome 11 de Vampire Diaries, enfin du journal d'un vampire, pardon, on va pas faire de blasphème en comparant les deux. Donc j'ai lu le dernier tome de journal d'un vampire qui était décevant, voilà, qui était à la hauteur de toute la série, la déception originelle, vraiment, ça aurait pu, alors ça partait bien parce que du coup ça a pris une direction à laquelle je ne m'attendais pas, où je me dis tiens, l'auteur se renouvelle, elle va nous surprendre. Pas du tout, elle nous a pas surpris. Ah si, elle nous a surpris dans la bêtise. Parce que vraiment, en plus, je crois que le 11 est sorti au moment où la série existait déjà, parce qu'il y avait des hashtags de TVD, d'Elena, machin et tout. Je me suis dit, ah bah, elle va faire un truc du feu de Dieu, genre on va retrouver un peu l'essence de la série, vu que ça y est, elle a compris ce qui fonctionnait. Elle n'a pas compris. C'était nul. C'était vraiment rocambolesque, tiré par les cheveux. Vraiment, ça avait un potentiel de fou, hein, pour que ça soit au moins un 4 sur 5. Au final, c'est un 2,5-3 sur 5. Voilà, faut pas pousser, parce que je peux pas négliger qu'il y a quand même un travail, que ça reste dans la continuité des autres tomes. Mais décevant, la fin vraiment, en fait c'est à la fin que j'en aurais voulu plus parce que ce qu'il y avait entre les deux, non merci quoi. Après voilà, je suis fière de pouvoir dire que ça y est, elle est terminée. Par contre je mettrai pas 42 balles dans un bouquin sur Vinted parce que les nanas vous croyez quoi. Pareil quand elles vendent la série, elles vendent les tomes 1 à 6 ou 1 à 10 mais il manque le 4 et le 7, elles te vendent ça à 202 €, mais pardon, mais à un moment donné faut arrêter, hein. Vous croyez vous êtes qui? Bref, voilà, le PDF est sur Google, gratos. Parce que vraiment, déjà payer 18 balles à l'époque pour ça, même pas, peut-être 15 ou 16,90 à l'époque Black Moon, mais déjà si j'avais dû mettre ce prix, le plein pot, pour relire ça, mais alors mettre le double, voire le triple maintenant, never, on n'est pas des pigeons ici. Donc bref. Ensuite, sur une note réjouissante, le 24e livre de ce mois, que j'ai lu jusqu'au 24 19h, parce que vraiment avant que les gens arrivent le réveillon, je voulais absolument que ce soit bouclé. Au cas où on m'aurait offert des livres à Noël, on m'en a pas offert, mais on m'a offert des jeux. Ça va, c'est comme si on m'en avait offert une infinité. Mais du coup, j'ai lu le deuxième tome du petit guide de Miss Percy, donc là c'est le guide de voyage de Miss Percy à la recherche de dragons sauvages en terre galloise.
Donc Cozy Fantasy, mais avec beaucoup d'action, enfin avec des péripéties. Parce que vous avez Cozy Fantasy, genre les journées d'été où c'est tranquille, il y a une petite intrigue mais c'est vraiment tertiaire. Là, vous avez de la petite Cozy Fantasy, il n'y a pas de grosses intrigues politiques, des complots, des machins, des noms à foison, mais il y a même pas mal de péripéties, on a quand même des méchants, mais ça reste très léger. Donc le premier temps, on rencontrait Mildred, qui est une quarantenaire, qui est une vieille fille, voilà, qui vit avec sa sœur et sa famille parce qu'elle s'occupe des deux plus jeunes enfants, voilà, elle est un peu préceptrice. Et un jour, elle hérite d'un oncle, et donc elle reçoit une malle avec des papiers, des affaires, des documents et une mystérieuse pierre qui s'avère être un œuf de dragon. Et quand ça va éclore, elle va pas vouloir que sa famille en ait connaissance parce que sinon ça va être un enfer. Donc elle va l'emmener au presbytère et c'est le pasteur et sa gouvernante qui vont s'en occuper avec elle, etc. Et en parallèle de tout ça, il y a un mec pas très bien intentionné qui veut revendiquer l'œuf comme étant à lui, sauf que non. Donc voilà, on a toute cette péripétie et dans ce deuxième tome, on reçut nos personnages et j'ai davantage aimé celui-là parce que justement voilà, il se passait plus de choses. On quitte l'Angleterre pour le Pays de Galles et il se passe plein de choses. On retrouve des personnages et on en découvre des nouveaux, donc j'ai beaucoup aimé qu'il y ait cet accent mis sur les autres personnages et il se passe davantage de choses. Vraiment, il s'est lu beaucoup plus facilement que l'autre, donc je vous recommande fortement si vous voulez un petit truc léger et mignon mais où quand même on s'ennuie pas. Avant-dernier livre que j'ai présenté, j'ai clôturé la duologie de Rebecca Ross, donc Divine Rivalité pour le tome 1, Impitoyable Serment pour le tome 2. Très très bonne duologie de fantasy. Moi je considère pas que c'est la fantasy, voilà, je le dis. La fantasy, j'avais adoré le tome 1. Vraiment j'avais beaucoup aimé la plume de l'auteur, le slow burn, la romance, les personnages étaient vraiment très bien. Le seul truc qui m'avait chagriné c'était cette dimension de divinité, de dieu, de sortie de guerre des dieux, de je ne sais où, parce que moi j'étais partie en mode ça allait être juste un roman avec la Seconde Guerre mondiale et il y aurait un petit peu de magie par rapport aux lettres et tout machin. En fait pas du tout parce que c'est une guerre mondiale mais avec des dieux, ça m'avait laissé de marbre. Du coup, recontextualisation, on rencontrait Iris, voilà, qui est journaliste dans un petit journal et elle vit avec sa mère qui est malheureusement alcoolique et son frère est parti au front et elle lui écrit des lettres mais qui n'ont pas de réponse et un beau jour elle reçoit une réponse parce qu'il s'avère que la machine avec laquelle elle écrit est magique, enfin bref, un petit peu fantastique et son correspondant, on le sait nous mais elle ne le sait pas, s'avère être son rival du journal où elle travaille, Roman, Kit. Et un beau jour, elle va partir au front pour être reporter de terrain et peut-être en apprendre plus sur où est son frère. Et donc voilà, on va avoir tout ça. Je ne vous dis pas comment ils se retrouvent, comment ils se rencontrent, comment que sais-je. Mais il s'avère qu'il y a ça. Et donc dans le deuxième tome, à la fin du 1, il y a un événement qui se passe. On reprend après une petite ellipse où là la guerre est davantage présente. Donc on a davantage ce côté de dieux qui sortent de je ne sais où, qui sont des... Dans ma tête je sais pas si c'est des humains, si c'est des géants, j'en sais rien, si c'est des gens lambda. C'est vraiment une dimension, je suis passée totalement comme ça m'a laissé totalement de marbre. Il y avait la légende et machin, il y a une histoire autour d'eux de pourquoi ils font la guerre, de pourquoi ils se réveillent, pourquoi ils dorment, pourquoi ci, pourquoi ça. Moi vraiment j'ai fait abstraction de ça, j'ai lu ça comme si je disais une guerre normale, avec des dirigeants, des généraux normaux, mais voilà. Au début j'ai eu peur qu'il y ait un schéma un peu répétitif par rapport au premier, parce qu'il y a un truc qui fait que, il y a des éléments, mais en fait pas du tout, l'auteur a réussi à se renouveler et à apporter un souffle nouveau à son histoire. Pareil, la fin, j'ai été totalement convaincue, comme avec Phobos, j'ai trouvé que l'auteur, pareil, avait fait des choix percutants, qu'on n'aurait pas forcément vu venir, parce que voilà, elle aurait pu choisir la principauté, mais elle l'a pas fait. Donc non, très poignant, vraiment si vous êtes facilement émotif, vous risquez de chouiner. Enfin, pas les moindres, parce que le dernier que j'ai à vous présenter, alors c'est un tome 4, parce que il n'était pas du tout prévu, mais il est devenu prévu, parce que j'ai vu que le tome 5 sortait là, mi-janvier, et je me suis dit, si j'entame 2025 avec 2 tomes de retard, sachant que c'est des briques, des pavasses, et que en plus c'est vite barbant, avec des aspects détestables, je vais pas poursuivre. Sachant qu'en plus il y a des spin-offs, des trucs, des ci, des ça, de je sais plus qui, je sais plus quoi. J'ai dit non. Donc, je suis allée en librairie, il était là, je l'ai pris, j'ai dit c'est bon, on y va, c'est parti. J'ai lu Le sang naissant de tome 4, La guerre des deux reines de Jennifer L. Armentrout. Vraiment, pourquoi elle écrit autant? Pourquoi tu parles autant, Jennifer? On ne sait pas. Tu pourrais aller plus vite à l'essentiel, sans passer par 4 chemins, mais bon, tu préfères faire des détours, il n'y a pas de souci.
Donc pareil, quand j'ai lu le 3, est-ce que j'en ai parlé sur la chaîne? Je crois que oui, j'ai dû le lire l'année dernière. Et il a fait que je resitue un peu certains trucs. Bref, je devrais prendre une note quand j'ai des trucs comme ça, parce que vraiment ça c'est une romantisme. Alors la dimension fantasy là-dedans, elle est lourde. Enfin non, elle est pas lourde, elle est lourde mais elle est bien faite. Franchement, si je poursuis, c'est vraiment pour le côté fantasy pur et dur de conflits et de complots et tout, et de révélations. C'est pas pour la romance. Hein. Là on est plus dans le tasy que dans le roman, de la romantasy. On va y revenir, mais du coup j'apprécie voir l'évolution de Poppy qui était bête comme ses pieds dans le premier tome et qui a réussi à s'émanciper et à prendre sur elle et à réussir à être indépendante, à pas dépendre des personnages qui sont autour d'elle qui pourraient être vus comme plus forts ou quoi. Donc ça c'était très chouette, et en plus ce que j'ai apprécié c'est qu'on ne Castille n'est pas présent H24 parce que lui vraiment il n'y a pas à avoir le piment autant tendu. Hein. Vraiment on n'en peut plus. Je comprends pas l'intérêt vraiment de ce personnage qui est bête comme ses pieds, qui ne pense qu'avec son pinceau. C'est dingue de vouloir autant baiser. Genre vraiment personne ne veut baiser autant. Je suis désolée mais il n'y a pas à vouloir autant Ken, surtout dans des moments incongrus. Je suis désolée, personne ne fait l'amour sur un champ de bataille, personne ne fait l'amour dans la boue. Voilà, alors, vraiment il faut arrêter. Et le pire, c'est que moi, ce qui m'énerve le plus, c'est qu'il fait tout le temps des allusions au cul, mais à des moments pas possibles. Genre vraiment, ils sont dans une conversation sérieuse avec le conseil de guerre, il va faire des sous-entendus. Ou là, il va faire des... On comprend qu'il fait des petites œillades. Et vas-y, t'es gênant, mec. T'es le malaise incarné. Vraiment, t'es un red flag. T'es un red flag ambulant. Donc à un moment donné, stop. Vraiment, la couleur rouge, elle a été inventée pour ce mec. Genre, en plus, Poppy, elle est là, elle doit prendre des décisions parce que le conflit tourne autour d'elle quand même. Vraiment, c'est elle qui est au centre du problème parce qu'il faut qu'elle arrive à s'en dépatouiller. Et lui, il est là, il ne pense qu'à baiser. Vraiment. Et en plus, à des moments débiles. Genre vraiment, quoi qu'elle fasse. Genre, elle cligne des yeux, il veut baiser. Elle porte une robe blanche, il veut baiser. Elle porte un pantalon, il veut baiser. Tout le temps, il veut baiser. Vraiment, je vous jure, j'en peux plus. J'en peux plus de ce mec. En plus, à chaque fois, il y a des personnages, même Poppy. Poppy, qui est sa meuf, sa femme, pardon. Spoiler. Qui lui dit ah mais t'es pervers et tout, et lui il est là ouais je sais frère, ouais tu sais tout le monde le sait, t'es gênant, t'es gênant, t'es gênant, un moment arrête, genre. Et du coup bah, ça décrédibilise un peu le truc, sachant qu'en plus autant des fois quand on est dans une romance il y a un peu de tension sexuelle, c'est un peu sexy et tout, lui il rend pas de ça du tout sexy, il rend ça gerbant. Vraiment il y avait des tensions sexuelles entre d'autres personnages qui étaient plus attirantes que ça, et même Poppy elle avait des fois des réflexions par rapport à d'autres personnages qui étaient plus intéressantes que ça, limite vas-y trompe-le. Parce qu'à un moment donné, c'est bon, il faut qu'il comprenne celui-là. Donc voilà, donc, à un moment donné, c'est bon. Castille, merci, non merci. Je vois pas qui a ce mec en boyfriend là, sinon je pense que vous avez un problème. Désolée. Bref, je suis énervée. Mais du coup, je lirai le tome 5 dans la foulée, comme ça ce sera encore frais dans ma tête, tous les événements. Et par contre, j'ai pas lu une braise dans l'ombre, ou une braise dans la cendre, ou une ombre dans la braise. Bref, ombre et braise, je crois, dans le titre. Parce que j'ai vu, et ça m'a fait peur, qu'il y a des gens qui disaient que c'était le tome 1 en mode copier-coller, mais juste à changer les prénoms de l'auteur. Jennifer, t'as vraiment fait ça? Pas très mature. Bref, donc ça j'ai pas lu parce que c'est mentionné là-dedans ce qui se passe, je pense, parce qu'il y a des avions, ils font des sous-entendus en mode eh ouais, nanana. Je pense que si on a lu l'autre, on sait parce qu'il faut le lire entre les deux de je sais pas qui. Eh vas-y, il y a 850 pages. Dieu merci. Ah oui, parce qu'on parle de baise. Mais Dieu merci, il fait 800 pages. Il y a que dans les 200 dernières pages où il y a beaucoup, parce que l'autre il réapparaît de manière présentielle là, il peut pas rester à distance, mais pendant 600 pages on a été épargnés. Nos yeux ont eu un peu de répit. Vraiment s'il y a des gens qui écoutent ça en audio, je sais pas comment vous faites, hein, parce que moi je pourrais pas. J'espère que vous avez eu un beau mois de décembre. Moi je finis avec 0 livre dans ma palle, j'en avais racheté entre deux, mais du coup j'ai eu 24 livres, voilà, en 2024. Au mois de décembre, jusqu'au 24 décembre, vraiment dès 24. La semaine prochaine, du coup, cette vidéo, je pense qu'elle sortira exceptionnellement dimanche, parce que là, je suis en vendredi, mais j'aurai pas le temps d'exporter et de monter d'ici demain. Donc ça sortira dimanche. Et la semaine prochaine, le samedi, ce sera ma vidéo bilan, statistiques, lecture, objectifs 2024 et tout. On planifiera les objectifs 2025. On se souhaitera la bonne année. Voilà. J'espère que votre année 2024 va s'achever correctement. Si vous avez passé Noël, j'espère que vous avez été gâtés, j'espère que vous avez passé de bons moments en famille, de sang, en famille de cœur ou que sais-je. Si vous ne faites pas Noël, j'espère que vous avez passé quand même des bonnes lectures, des bons moments. Voilà.
Et puis, de toute façon, on n'est pas ici pour parler de fêtes religieuses. Si vous fêtez le nouvel an, et bien écoutez, je vous apporterai un petit peu de réconfort le week-end d'après pour vous en remettre. Ah bah non, il y aura les jeux à la rentrée. Ah, c'est nul. Bref, je vous souhaite pas la bonne année en avance, ça va porter malheur. Mais du coup, je vais pas retourner ma lecture parce que j'en ai plus. Je vous jure, vraiment, j'ai plus de livre à lire, je m'ennuie. C'est terrible. C'est terrible, je m'ennuie. D'habitude, j'ai une page, je sais pas où commencer, je suis débordée. Là, j'ai plus rien à lire, je m'ennuie. Je sais pas quoi faire de ma vie. Donc vraiment, 2025, on se ressente. Mais du coup, voilà. Sur ce, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!